Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jérôme Billet, je suis point de contact national EIC Accelerator. Et puis, je vais laisser la parole à Christian et Carole qui vont pouvoir se présenter en quelques mots. Et puis, avant d'entrer dans le vif du sujet, un élément technique, c'est que vos micros sont coupés par défaut. Ce sera le cas sur l'intégralité de la session. Vous avez la possibilité de poser des questions à l'écrit. Vous avez un module qui s'offre à vous. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce module-là. On tâchera de répondre aux questions-réponses en fin d'intervention. Théoriquement, on est là ensemble pour 1 heure. Ça peut déborder en fonction des questions-réponses et en fonction de notre est-ce qu'on est bavard ou pas, mais on essaiera de respecter ce timing. Néanmoins, et bien entendu, s'il y a des questions après le webinaire, des questions qui n'auraient pas été traitées au cours de la session, n'hésitez pas à revenir vers nous, notamment grâce à l'adresse générique que vous trouvez à l'écran. On est une équipe, donc je vais laisser la parole à Christian et Carole. Ne sont pas présents aujourd'hui Gorka qui assure la coordination du réseau des points de contact nationaux EIC Accelerator et Gilles de Coquenne également. Sachez aussi que sur le programme Horizon Europe, il y a plein de thématiques. Il n'y a pas que le dispositif EIC Accelerator. Vous avez également notamment le PD2 avec plein de clusters et donc des thématiques. Nous avons des homologues sur ces thématiques-là et ces personnes-là sont référencées sur le site horizon-europe.gouv.fr. Donc, merci à vous pour cette participation. Puis je laisse un petit mot à Christian et Carole. Bonjour à tous, Christian Dubarry, dans Point de contact national EIC Accelerator également. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je passe la parole à Carole. Donc bonjour à tous, Carole Miranda. Même chose que mes collègues, Point de contact national et ici Accelerator, et toujours un immense plaisir d'être avec les auditeurs aujourd'hui. Alors, je vais couper ma webcam en ce qui me concerne pour s'assurer que le flux soit de meilleure qualité. Alors, ce webinaire, vous avez peut-être participé à des webinaires précédents qui traitaient l'EIC Accelerator dans sa version processus d'ensemble et ambition du dispositif au sein du programme Horizon Europe, qui couvre la période 2021-2022, donc 2027, pardon. Ce qui veut dire que ce qu'on va présenter là est valable bien entendu pour 2022 et normalement au-delà, même s'il peut y avoir des changements en cours de programmation. Aujourd'hui, on focalise sur ce qu'on appelle la full proposal. En bon français, ça fait l'étape 2. C'est le gros du morceau et c'est vraiment l'étape qui est très discriminante. On peut le voir, on pourra en discuter en termes de taux de succès. Si vous êtes là, probablement, et en tout cas on l'espère, vous avez été lauréat de la première étape. Donc bravo à vous. Et si vous n'avez pas encore candidaté à l'étape 1, ben, sachez que ce qu'on va présenter, c'est sur la full proposal, c'est lorsque vous serez lauréat de l'étape 2. Rappelez-vous, le dispositif se présente en plusieurs étapes. On pourrait même mettre en amont de l'étape 1 une étape 0 qui est le fait de tester son idée, son projet sur la plateforme d'intelligence artificielle qui a été développée par la Commission européenne, en tout cas qui est mise à disposition par la Commission européenne. Et indépendamment de la note qui serait attribuée dans l'étape 0, rien ne vous empêche de candidater à l'étape 1, donc la short proposal, où là, vous êtes sur une des réponses sur la plateforme, des réponses à des questions. Vous avez également à produire un pitch deck de 10 slides, également une vidéo de 3 minutes. 3 minutes, c'est 3 minutes, c'est pas 3 minutes 2. C'est un élément très précis. Et en règle générale, l'évaluation, c'est à peu près 4 semaines. Des fois, ça peut être un peu plus court, des fois, ça peut être un peu plus long, mais on annonce plutôt 4 semaines. Lorsque vous êtes lauréat de l'étape 1, vous avez quelque part un ticket qui est valable pendant 12 mois pour candidater à la full proposal. Et notre propos va bien focaliser sur cette étape 2, donc la full proposal. Sur la full proposal, il y a des dates de relevé de dossier, donc vous avez des dates de soumission à respecter. En 2022, il reste 2 dates, ce qu'on appelle les dates de cut-off, 15 juin et 5 octobre. Là, c'est un travail qui est nettement plus chronophage, on préfère vous l'annoncer d'entrée de jeu, qui est pas forcément compliqué, mais en tout cas qui demande du temps. Ça, c'est assez évident. Donc, il faut prévoir du temps pour soumettre, pas se dire je vais candidater à la dernière minute. Donc là, ça veut dire qu'il faut bien prendre en considération le délai de soumission à l'étape 1, le délai d'évaluation à l'étape 1, pour être capable de candidater à l'étape 2. L'étape 2, c'est plus de 120 questions, plus les ramifications de questions, ça fait beaucoup plus. Donc, l'essentiel du travail à produire, c'est les réponses à ces questions. De fil en aiguille, lorsque vous allez construire vos réponses à vos questions, ça va dessiner un business plan qui est très riche, qui est finalement plus riche que ce qu'on présente classiquement à des investisseurs. Il y a des questions qui sont très très pointues et également à produire un pitch deck qui n'est pas forcément celui que vous avez transmis à l'étape 1. Et ce pitch deck, donc ces slides de présentation est très important et d'autant plus important que c'est celui qui sera
à mobiliser impérativement, qui sera non modifiable lorsque vous êtes lauréat de l'étape 2, lorsque vous allez vous présenter en étape 3, c'est-à-dire la partie jury et audition. L'évaluation de cette full proposal, c'est en 5 à 6 semaines, évaluation qui se fait par 3 évaluateurs, et sur ces 3 évaluateurs, il faut impérativement 3 go. Donc, vous l'avez vu, en étape 1, on était sur 2 go sur 4 évaluateurs. Étape 2, c'est 3 go sur 3. Donc, c'est 100% des évaluateurs qui croient dans votre projet et qui ont envie d'amener ce projet-là en étape 3. Le résultat d'évaluation, c'est à peu près 5 à 6 semaines et c'est à ce moment-là que vous allez devoir pitcher, donc cette fameuse étape 3. Pitch de 10 minutes, des questions-réponses de 30-35 minutes environ face à 5 à 6 membres de jury. En règle générale, ça se fait en distanciel. Il y a eu du physique, mais aujourd'hui, on est encore en distanciel. Les résultats d'évaluation, c'est à peu près 2 à 3 semaines et n'apparaît pas à l'écran, mais pourrait très bien apparaître à l'écran. Lorsque vous êtes lauréat de l'étape 3, vous avez quand même une étape 4, notamment lorsque vous avez candidaté sur du blended, c'est-à-dire sur le volet equity ou equity only, une due diligence, donc une analyse approfondie de votre dossier qui sera menée et qui peut très bien remettre en question, ce n'est pas toujours le cas, loin de là, heureusement, les évaluations d'étape 1, étape 2 et étape 3. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération, c'est que vous êtes lauréat de l'étape 3, vous êtes considéré comme un lauréat de l'EIC Accelerator, néanmoins, il y a quand même une 4e étape qui est cette fameuse étape de due diligence. Si vous êtes avec nous, vous êtes déjà lauréat étape 1, donc vous pouvez très bien viser 15 juin ou 5 octobre ou une cut-off de 2023 qui ne sont pas encore connus, qui seront probablement connus sur le 2e semestre 2022. Il y a des conditions de resoumission, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas resoumettre ad vitam aeternam à l'EIC Accelerator. Il y a des jalons, on va dire, ou des configurations qui font que vous ne pouvez pas resoumettre. Alors, de façon très schématique et un peu à l'emporte-pièce, vous avez droit à 2 cartouches dans le fusil dans chacune des étapes. Et vous pouvez, enfin, une supplémentaire. C'est-à-dire que par exemple, l'étape 1, si jamais vous avez des no-go et ne vous permet pas de passer à l'étape 2, vous pouvez encore recandidater une fois. Si jamais sur cette 2e soumission, vous n'êtes pas retenu, en revanche, pendant 12 mois, vous ne pouvez plus recandidater. Et ce même schéma s'applique sur étape 2 et étape 3. Il peut y avoir des configurations un peu spécifiques, je ne rentre pas forcément dans le détail, mais ce qui est à retenir, c'est que vous avez droit quand même à des jokers, mais les jokers ne sont pas indéfinis et donc il faut bien prendre ça en considération, ce qui veut dire que parfois, on a peut-être intérêt à attendre des éléments qui rendent le dossier beaucoup plus solide pour candidater à l'étape 2, par exemple. On en est là, ou théoriquement vous en êtes là. Vous avez gagné la short proposal, l'étape 1. Vous allez préparer votre business plan en répondant aux questions sur la plateforme. Vous avez également quelque chose qui est très intéressant, c'est lorsque vous êtes lauréat d'étape 1, ça permet d'accéder à des jours de coaching. Vous pouvez sélectionner le coach sur la plateforme. Alors, c'est des coachs qui n'ont pas vocation à rédiger votre dossier, pas du tout. C'est des coachs qui ont vocation à vous accompagner dans la compréhension de votre business ou dans affiner certains sujets. Typiquement, ça peut être vous challenger sur votre business model, ça peut être vous challenger sur la partie régulation ou normalisation. C'est aussi vous challenger sur comprendre la dynamique de certains marchés ou de certains pays. Donc, c'est en fonction de ce que vous considérez être comme des carences en termes de compréhension de votre vision stratégique et des éléments qui seront indiqués dans le business plan que vous allez sélectionner votre coach. Et là, ça a été dit précédemment, il faut impérativement 3 go sur 3 de la part des experts pour être attendu aux auditions. Et vous avez la possibilité de resoumettre si jamais vous n'êtes pas retenu sur le premier dépôt de la full application. Alors, sur la plateforme, vous avez dû le voir, on a plusieurs blocs. Il y a la short application, c'est tout ce qui relève du diagnostic. Et lorsque vous êtes lauréat de la step 1, donc cette short application, ça débloque les éléments à compléter sur la step 2. L'idée du webinaire n'est clairement pas de passer question par question. Vous avez compris, il y a un grand nombre de questions, donc on serait incapable de traiter l'intégralité des questions, surtout en 1 heure. L'idée de ce webinaire-là, c'est plutôt de prendre un angle d'attaque qui est celui des critères d'évaluation, qui sont excellence, impact et la qualité de la mise en œuvre et la notion aussi d'accompagnement du risque. Donc, c'est bien au travers ce prisme-là
qu'on traite la full application, on ne traite pas bloc de questions par bloc de questions. Ce qu'on essaiera de faire en fin d'intervention, c'est de vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, à quoi va ressembler votre business plan une fois que vous avez répondu à l'ensemble des questions. Alors bien entendu, c'est un business plan qui est vierge, mais ça vous permet de voir l'architecture de ce qui sera lu par les évaluateurs. Alors sur le fond, vous allez être face à une certaine forme de difficulté. C'est qu'on le sait bien, pour convaincre des investisseurs, il faut impérativement cet effet waouh. On l'évoquait déjà lorsqu'on parlait d'instruments PME, on l'évoquait déjà lorsqu'on parlait de IC Accélérateur version pilote, et on l'évoque plus globalement lorsqu'on a vocation à convaincre des investisseurs, qu'ils soient privés ou entre guillemets publics. Donc il y a bien entendu cet effet waouh à atteindre. Il y a une notion de storytelling à essayer de créer, mais c'est particulièrement compliqué en répondant aux questions. Ça, c'est vrai. C'est l'architecture de la plateforme et les réponses aux questions font que la storytelling n'est pas simple à bâtir. Néanmoins, il reste en renfort le pitch deck qui prend encore plus d'importance peut-être que dans le passé. C'est bien, on parle bien de business. C'est qu'il y a un critère, c'est excellence. On parle bien de science, mais c'est bien la science au service du business. Donc, ce n'est pas du tout le même type de vocabulaire ou d'expression que vous allez devoir mobiliser. C'est bien un business plan. On parle bien d'équipe, on parle bien de stratégie, on parle bien aussi, ça c'est un élément qui prend encore plus d'importance vu l'actualité récente et puis l'actualité pas ancienne mais qui est un peu passée maintenant de quelques mois sur cette logique d'autonomie européenne. C'est dans quelle mesure vous allez être capable de contribuer à cette autonomie européenne, même si ce n'est pas un critère en soi, c'est un élément d'appréciation globalement du dossier. C'est insister sur les éléments de croissance, montrer que vous avez besoin de l'IIC. Pourquoi candidater maintenant? Donc, il y a bien cette notion du est-ce que c'est le bon moment pour candidater? Candidater trop tôt, c'est une prise de risque, et candidater trop tard, en général, quand c'est trop tard et que j'ai plus forcément besoin de financement, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt de rentrer dans toute cette tuyauterie. Et finalement, dites en quoi vous êtes unique et en quoi votre projet se fera au bénéfice de l'Europe plus globalement, même si, on le sait bien, vous serez dans une dynamique internationale quasiment par définition. Et maintenant, on va attaquer le critère excellence et c'est Carole qui est à la manœuvre. Merci beaucoup Jérôme, merci à tous. Donc tu peux passer voilà, directement à la slide suivante. Donc effectivement, comme l'a dit Jérôme, une évaluation en plusieurs étapes. Donc vous avez compris qu'il y avait la short, la full et puis l'interview pour parler en mauvais français. Là, je vais balayer donc le critère de l'excellence et vous voyez qu'en fonction du stade auquel vous en êtes, tous les critères ne s'appliquent pas. Donc comme là, on est au stade de la full proposal, je vais donc désormais m'atteler à décrire les 4 grands critères de ce critère d'excellence pour l'étape 2, donc pour la proposition complète, à savoir donc l'excellence dans l'innovation, le timing, la faisabilité technique et la propriété intellectuelle. Slide suivante. Donc, premier critère sur effectivement ce fameux critère de l'innovation de rupture, de l'innovation radicale, de la fameuse disruption dont on parle beaucoup. Donc, il est clair que vous allez apporter une solution à un problème. Donc, comme j'aime à le répéter, la première chose qui est importante quand on construit son projet, c'est de savoir à quelle douleur on répond ou à quel problème, pour parler un petit peu plus en français. Du coup, vous allez devoir démontrer, et comme l'a rappelé Jérôme, c'est vrai que ce n'est pas simple, avec 124 questions, 1000 à 5000 caractères pour y répondre, ce n'est pas simple d'arriver à faire des démonstrations, mais en tout cas, il faudra quand même vous y atteler, donc démontrer que votre innovation y répond et surtout qu'elle est incontournable. Donc, vous devrez employer des expressions de type must have et non nice to have. Il faut vraiment que vous ayez des mots forts, des mots impactants, des mots qui vont vous permettre évidemment de sortir du lot. Vous devrez aussi, dans ce caractère de l'innovation de rupture, dévoiler bien sûr tout le potentiel que va avoir votre innovation pour pouvoir bousculer le marché, pour pouvoir éventuellement, et d'ailleurs on le voit dans certains cas, créer de nouveaux marchés, et donc de fait, quelle opportunité vous allez pouvoir donc exploiter.
Dans ce critère de l'innovation radicale, breakthrough, on parle évidemment beaucoup d'état de l'art international, je le rappelle, il ne faut pas être franco-français, vous postulez pour l'Europe et donc quelque part vous postulez pour l'international et dans ces conditions, il faut vraiment que vous montriez le saut technologique par rapport à l'existant, on ne va pas réinventer la roue, il faut vraiment que vous ayez ce saut impératif dans l'état de l'art international de la science. Alors, je recommande aussi évidemment, vous allez parler dans votre langage technologique, mais comme l'a dit Jérôme, c'est une science au service du business. On est dans un instrument de scale-up, on est dans un instrument de changement d'échelle. Donc, mettez bien sûr les termes scientifiques et techniques qui se raccrochent à votre projet, mais ne perdez pas à l'esprit que l'expert ou les experts, puisqu'il y en aura 3, ne sont pas complètement de votre domaine précis, et notamment si l'innovation est très disruptive. Donc, trop de termes techniques peuvent aussi le distraire du but que vous recherchez, à savoir être convaincu par. Je n'oublie pas non plus le Unique Selling Proposition ou le Unique Selling Point qui doit se trouver dès le stade de cette innovation de rupture. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien ce terme-là, l'idée, c'est que ça regroupe 3 grandes composantes. D'abord, votre unicité, dont Jérôme a parlé dans les zooms sur le fond de la proposition. Ça regroupe bien sûr les arguments de vente et surtout, bien sûr, la proposition de valeur. Slide suivante. Jérôme l'a un petit peu évoqué dans le timing. Pourquoi maintenant? Alors, dans le pourquoi maintenant, au-delà du financement évoqué par Jérôme, il y a quelque chose d'important. C'est est-ce que le moment est opportun pour votre innovation en termes de marché, en termes d'utilisateurs, en termes d'acceptation sociétale, mais aussi en termes d'avancée technologique ou de science, parce qu'il se peut que votre innovation soit liée elle-même à d'autres innovations et il faut bien sûr que ça fonctionne. Je donne un exemple des plus frappants aujourd'hui. Les vaccins à ARN messager, l'ARN messager, les premières recherches datent d'il y a une trentaine d'années environ. Et donc, on avait la technologie, ce qui a permis, vous l'avez compris, de fabriquer des vaccins en moins d'1 an. Donc, cette histoire de timing, il faut bien que vous regardiez tout cela. Bien sûr, le degré d'acceptation et d'appropriation par les utilisateurs. Et enfin, est-ce que l'innovation va probablement aussi imposer de nouveaux comportements? Donc, il faut évidemment que la société soit prête. Ce qui est important, c'est que vous devez connaître impérativement l'impact de votre innovation sur la chaîne de valeur. Si on est dans l'innovation disruptive, il se peut que l'innovation va rebattre un certain nombre de cartes et il faut que vous ayez bien en tête l'impact que va avoir cette innovation sur votre chaîne de valeur. Slide suivante. Il est clair que la faisabilité technologique, vous le savez, l'IIC Accelerator, on y rentre quand on est au TRL 5-6. Donc, vous devez prouver que votre innovation a bien atteint ce niveau de TRL, donc le niveau de démonstration, et que finalement, elle mérite d'être industrialisée. Finalement, elle mérite d'aller sur le marché. Donc, vous pouvez prouver cela à partir de résultats de tests, de validation, de prototypes. En tout cas, pensez bien à tout ça. N'hésitez pas non plus à bien décrire évidemment les activités que vous allez faire et bien sûr leur planification dans le temps. Slide suivante. Enfin, dernier grand sous-critère de sélection de ce critère sur l'excellence, la propriété intellectuelle. Donc, il est très clair que si l'Europe vous donne jusqu'à 17,5 millions d'euros, vous vous doutez bien qu'elle veut être certaine que le cheval gagne la course. Gagner la course, c'est évidemment être le premier sur le marché, c'est évidemment faire preuve d'agilité, mais c'est aussi savoir avoir une très bonne stratégie de propriété intellectuelle et de bien décrire dans votre full proposal comment vous allez la développer, comment vous allez la gérer tout au long du projet et bien sûr après le projet. Vous allez donc devoir lister ce qu'on appelle les actifs de pays, donc les brevets, les marques, les copyrights, les savoir-faire, les modèles, je dois en oublier. Et surtout, vous allez devoir fournir une étude sur le fameux FTO, donc Freedom to Operate, c'est-à-dire que le but de cette étude de liberté d'exploitation,
c'est de vérifier si une activité telle que par exemple la commercialisation, l'importation ou même la fabrication d'un nouveau produit enfreint un éventuel droit de propriété industrielle. Donc vous devez montrer que vous avez les mains complètement libres pour aller jusqu'à la mise sur le marché et jusqu'au déploiement de votre innovation sur le marché. Voilà, slide suivante et je passe la parole à Christian. Oui, alors maintenant, concernant le critère de l'impact, hein, donc qui est le deuxième critère après l'excellence. Donc, vous avez cet ensemble de critères sur lesquels il y a une argumentation à faire. Donc, on verra plus en détail quelques focus sur certains d'entre eux. Globalement, le premier, le potentiel de scale-up, de croissance. Il s'agit de montrer que l'innovation a la capacité à générer un développement significatif de l'entreprise. En même temps, ne pas occulter la question des besoins financiers pour accompagner cette croissance. Le deuxième point sur l'impact également, il faut pas oublier de mentionner les impacts qui sont au-delà de l'impact économique. Il y a peut-être un point là important à dire, c'est que les candidats IAC accélérateurs qui ont du succès, ils doivent montrer que leur entreprise a une capacité de succès économique. C'est ça le critère clé. Ceci dit, ici, additionnellement, ce que vous faites a un impact sur la santé, sur le climat, sur l'environnement, sur l'autonomie stratégique européenne. Il faut évidemment le dire, mais c'est pas des critères obligatoires évidemment, mais ça apporte de la valeur en plus. Sur le marché et la compétition, donc là, effectivement, il faut bien avoir analysé le marché, bien décrire, bien montrer qu'on le comprend, l'évolution des marchés, l'analyse des concurrents, des clients et une selling point, on en a parlé, et l'avantage comparatif par rapport aux produits des concurrents. Sur la stratégie de commercialisation, donc là, il faut évidemment bien étayer ce point-là, y compris la question réglementaire, le temps pour adresser le marché et le modèle d'affaires, en fait. Plus la question des partenaires clés qui sont importants, pas seulement en cas d'études cliniques avec un CRO, mais plus généralement, il peut y avoir des partenaires nécessaires à la bonne finalisation des produits et à leur déploiement commercial. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, sur quelques points additionnels sur le potentiel de croissance. Donc, il faut étayer, décrire comment vous voyez que le chemin de croissance de votre entreprise avec les différentes étapes. Où est-ce que vous êtes présent avec des clients, distributeurs, des bureaux commerciaux déjà. Montrer que vous maîtrisez les exigences réglementaires liées à la commercialisation. Et puis, mettre des projections financières bien détaillées. Slide suivante. Sur les besoins financiers, donc ça, de façon plus détaillée. Il faut que le budget soit cohérent avec le plan de travail, évidemment. Voilà, la question des investisseurs. En avez-vous déjà? Quel est votre plan pour accueillir, rechercher des investisseurs additionnels? Par rapport au profil moyen des candidats et accélérateurs, l'investisseur type, c'est une société de capital risque, évidemment. Il faut bien distinguer et ventiler le financement entre la subvention et le capital, expliciter le plan de financement, les prochains tours de table et tout autre type de financement complémentaire d'ailleurs qui peut être de la dette aussi, hein, si ça rentre dans votre plan de financement. La valeur de l'entreprise, les projections également, disons, à l'avenir, ainsi que le seuil de rentabilité. Des éléments assez classiques dans une présentation à l'investisseur. Slide suivante, s'il vous plaît. Sur le marché, les concurrents, donc il faut bien analyser le marché, volume, valeur, évolution. L'analyse de la concurrence, ça c'est un point, il me semble, dont on a relevé qui était peut-être parfois à améliorer. C'est vraiment un point clé. Voilà. Et
Et puis aussi, un point très important, est-ce que vous avez déjà commercialisé? Est-ce que vous faites un petit chiffre d'affaires? Évidemment, vous n'êtes pas profitable parce que sinon vous ne seriez pas là. Mais il faut étayer, argumenter sur les marques d'intérêt du marché, l'attraction, même s'il n'y a pas de vente, marques d'intérêt significatives de futurs clients potentiels, ce sont des points très importants. Slide suivante, s'il vous plaît. Bon, sur la stratégie de commercialisation, évidemment, il faut crédibiliser le projet avec suffisamment d'informations sur l'approche de la commercialisation, les délais, le modèle de commercialisation, modèle de revenu, la fixation du prix, bien identifier s'il y a des barrières à l'entrée du marché, les modes de commercialisation en fonction de différentes zones géographiques, etc. Et les moyens, sans occulter les moyens nécessaires à la commercialisation, évidemment. Slide suivante, s'il vous plaît. Plus les partenaires clés. Bon, ça, j'ai déjà dit rapidement, ça c'est un point important hein, dans tout projet. Il y a souvent des partenaires externes, alors qui pour le coup ne sont pas des partenaires de consortium. Dans les accélérateurs, ce sont des prestataires, sous-traitants, fournisseurs, mais ils sont le plus souvent très importants à la réussite du projet. Donc il faut décrire cet ensemble-là. Voilà, je te repasse la parole, je crois, Jérôme. Exactement, merci Christian. Troisième critère, troisième et dernier critère, le critère niveau de risque et sur les besoins côté Union européenne et puis bien entendu sur le volet mise en œuvre. Alors là, vous allez le voir dans votre projet, compte tenu du niveau de TRL sur lequel vous candidatez. Donc TRL, rappelez-vous, sur le IC Accelerator, il faut être capable de démontrer à minima, vous êtes sur TRL 5, 6. Alors 5, pour moi, c'est plutôt le domaine de la santé. 6, on va être plutôt sur les sciences de l'ingénieur. Vous êtes capable de montrer quelque chose. Montrer quelque chose, ça veut dire vous avez un proto, vous avez déjà une accroche ou une traction marché qui semble se confirmer. Et l'idée, c'est bien entendu de faire ce scale-up. Donc, vous avez des éléments à apporter. Mais l'élément aussi qui est très important et qui est intégré, c'est l'équipe. Ça, c'est un élément assez fondamental à mon sens dans l'évaluation globalement qui est faite par les évaluateurs. C'est dans quelle mesure l'équipe actuelle a une capacité à piloter ce scale-up et si ce n'est pas totalement le cas, dans quelle mesure l'équipe actuelle a parfaitement cerné où est-ce qu'il y avait des trous dans la raquette en matière de compétences et potentiellement dans quelle mesure le financement de l'EIC Accelerator permettra de lancer les recrutements qui vont bien pour être capable de remplir les objectifs et les jalons que constitue l'EIC Accelerator. Et bien entendu, quand on parle de l'EIC Accelerator, c'est un projet EIC Accelerator, mais en fait, c'est une trajectoire d'une organisation qui est vendue. Hein. C'est bien ça, vous vendez un business plan et où est-ce que vous êtes capable d'embarquer des investisseurs avec, et donc des évaluateurs avant de lancer des investisseurs. Donc, il y a l'équipe, il y a la qualité des milestones, dans quelle mesure ils sont déterminés. Il y a aussi le plan de contingence, c'est-à-dire que vous allez être capable de mesurer les risques, où est-ce qu'il peut y avoir de la bifurcation, où est-ce qu'il peut y avoir des verrous. On ne parle pas que de verrous technologiques, ça peut être aussi des verrous business, et dans quelle mesure il y a des plans de contingence, c'est-à-dire en fonction de tel verrou, si on n'arrive pas à faire sauter tel verrou, quels sont les plans B ou C que vous avez déjà envisagés. Ça ne veut pas dire qu'en listant toute une série de risques, votre projet est quasiment mort-né. Non, ça veut dire que vous avez parfaitement conscience et que vous êtes empreint de réalisme sur les difficultés qui seront les vôtres en matière de pilotage du projet et d'activité du projet, mais surtout quelles sont les activités que vous pouvez envisager qui permettent de bifurquer lorsqu'il y a un verrou. C'est le niveau de risque au niveau de l'investissement. Alors, clairement, sur ce sujet-là, on peut avoir une double lecture d'un même instrument. L'EIC Accelerator en tant qu'instrument qui a vocation à répondre à une faille de marché, c'est-à-dire vous avez des difficultés importantes à lever de l'argent, à trouver des investisseurs parce que vous êtes sur un projet qui est hautement risqué, avec une très forte intensité capitalistique nécessaire. Oui, c'est une réalité. Néanmoins, il convient de rappeler que majoritairement l'EIC Accelerator, dans sa définition dans les guidelines du fonds, est un co-investisseur et n'a pas vocation à être lead investor. Donc, ça veut dire que vous devez être sur un projet effectivement risqué, mais qui aura a priori à un moment donné la capacité à lever des fonds. Et c'est pour ça aussi, on ne l'a pas évoqué,
mais il y a différents modes de financement de l'EIC Accelerator. Donc ça, c'est clairement des cases à cocher et à affirmer dans la full application. Vous avez le Grant First, c'est-à-dire ça veut dire que je démarre mon projet en disant c'est de l'accompagnement en subvention et lorsque j'atteins un certain jalon, ça déclenche un volet de discussion et sur le volet equity. On pourrait dire autrement, c'est comme si c'était du blended, c'est-à-dire un mix subvention et avance remboursable, c'est simplement que la partie equity, c'est-à-dire que l'equity est décalé dans le temps. Vous avez aussi le grand only, c'est-à-dire que je ne demande que de la subvention. Néanmoins, lorsque je demande que de la subvention, ça va être les mêmes critères d'évaluation. Quelque part, c'est dans quelle mesure vous êtes capable d'apporter des garanties, entre guillemets, ou des éléments qui laissent à penser que vous aurez toute latitude et toute facilité, si facilité il y a, de lever des fonds pour finaliser le scale-up après la partie subvention, ou en parler de la partie subvention. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle régulièrement l'equity only, qui dans les faits n'existe pas, puisque l'equity only, c'est-à-dire je ne demande que de l'equity, que de l'intervention capitale, ça n'existe pas en fait. C'est comme si vous demandiez du blended, c'est juste que vous demandez vous ne demandez pas de subvention, vous demandez que l'equity. C'est donc vous demandez du blended, mais la partie grande, donc la partie subvention, est à zéro. Donc c'est bien dans le cadre de la full application que vous allez affirmer les modalités de financement que vous souhaitez. Et bien entendu, votre projet doit prendre en considération le type de financement sur lequel vous candidatez. Mais bien entendu, c'est pas parce que vous candidatez par exemple à une blended qu'à l'issue de l'audition, si jamais vous allez en étape 3, les évaluateurs pourraient très bien dire, a priori, blended est plus adapté pour vous en Grant First, par exemple. Donc il peut y avoir des éléments d'ajustement à l'issue des auditions, tout comme il peut y avoir des ajustements budgétaires à l'issue de l'étape 4, donc la partie due diligence. Donc, il y a le niveau de risque en termes d'investissement, c'est comment le financement EIC vient se plugger avec ce que vous avez déjà fait dans le passé et ce que vous souhaitez faire dans le futur, plus ou moins proche. Il y a également, ça je l'évoquais, c'est le plan de contingence et je ne veux pas insister parce que j'ai déjà dit pas mal de choses sur le sujet. L'équipe, ça a été dit, la capacité opérationnelle, l'engagement à 100% de l'équipe dirigeante. Alors ça, vous n'avez rien aujourd'hui écrit dans les programmes de travail ou dans la foire aux questions qui indique très clairement que l'équipe dirigeante doit être dédiée à 100% dans le projet. Donc là, c'est plutôt, cette phrase-là est plutôt tirée du fruit de notre expérience, de retour d'évaluation. On le voit bien lorsqu'il y a des dirigeants qui ne sont pas consacrés à 100% dans le projet. Ça donne des signaux qui ne donnent pas forcément confiance dans les évaluateurs, donc vous avez plutôt intérêt à présenter une équipe dirigeante qui est à 100% consacrée dans le projet ou qui très rapidement va pouvoir basculer à 100%. Et puis bien entendu, pour mener à bien une grosse étape de scale-up, eh bien, il faut toutes les compétences autour de la table. C'est dans quelle mesure l'équipe d'aujourd'hui et demain que vous devez dessiner aura toutes les compétences et donne des éléments ou un gage de garantie dans votre capacité à faire cette étape de scale-up. Il faut décrire les ressources disponibles pour réaliser le projet. Vous avez, et ça a été dit, la possibilité de faire appel à la sous-traitance avec un ratio qui ne doit pas être non plus énorme. Néanmoins, lorsqu'on parle d'essais cliniques, de facto, il y a beaucoup de sous-traitance côté CRO. Et il y a un principe qui s'applique, c'est le best value for money et être capable de démontrer ce best value for money. On parle de work package. Donc les work packages sont des groupes ou des patatoïdes ou des clusters de tâches qui portent un intitulé. Ça va être, par exemple, vous allez affiner une partie techno, donc ce sera un work package qui sera en conséquence. Vous découpez chaque work package en tâches associées à des livrables et à des jalons, les milestones. Ça permet tout simplement d'avoir une vision très claire de ce qui est attendu en termes de nature des activités, de type d'activité et de timing des activités, et de s'assurer côté évaluateur qu'a priori le calendrier semble réaliste. Point important, la lecture des work packages, à la lecture des work packages, selon moi, mais ça c'est un avis qui est purement personnel, on doit être capable de comprendre finalement globalement le projet, même si on n'avait pas lu les 70 pages qui entourent ces work packages. Sur le niveau de risque en matière d'investissement, il y a quand même une question à laquelle il faut être capable de répondre ou de faire transpirer la proposition, c'est qu'est-ce qui se passe pour votre projet si jamais vous n'êtes pas financé par l'IAIC.
Donc, il y a la lecture de qu'est-ce qui se passe si vous êtes financé par l'IIC et accélérateur, et qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas financé. Donc, les deux scénarios sont à envisager et à décrire. Il y a cette notion d'attractivité avec les investisseurs. Donc, si vous avez déjà pris contact avec des investisseurs, si vous avez déjà des lettres d'intérêt, des choses comme ça, bien entendu, surtout indiquez-le. Vous avez la possibilité de mettre des choses en annexe. Donc, c'est important de préciser. On ne l'a pas dit, mais sur les autres critères aussi, si vous avez, côté traction marché, des lettres de soutien, des lettres d'intérêt de la part de clients potentiels ou de clients actuels, bien entendu, il faut le fournir puisque ça constitue des éléments de preuve de ce que vous avancez dans votre dossier. Donc, dès lors que vous avez des éléments de preuve, que ce soit côté investisseur comme côté client ou partenaire, globalement, bien entendu, il faut l'indiquer. Et il faut l'indiquer dans les réponses à vos questions sur la plateforme, mais également sur des documents joints. Expliquer en quoi votre avenir est bankable. On aurait pu le dire, et je reprends les termes qui ont été utilisés par la commission, c'est que l'IIC Accelerator, on pourrait le voir un peu comme l'usine à licorne. L'ERC, pour ceux qui connaissent le pilier de l'Horizon Europe, c'est plutôt quelque chose qui se dit comme l'usine à prix Nobel. L'EIC Accelerator, on est sur, ou l'EIC plus globalement, l'usine à licorne. Donc, il faut bien démontrer que l'argent qui est demandé, qui est levé auprès de l'EIC, dans quelle mesure ça va contribuer à la croissance de l'entreprise, et cette croissance de l'entreprise peut laisser espoir aux investisseurs plus globalement qu'on ait une licorne en Europe, une nouvelle licorne en Europe. L'analyse des risques techniques, économiques et de mise sur le marché, les solutions de repli, ça a déjà été évoqué dans le détail, et sur l'évaluation des gestion des risques, essayer de les rattacher au work package, voire à des tâches bien spécifiques. Comme ça permet de voir un peu la cohérence de l'ensemble du plan d'action qui est le vôtre dans le cas du projet EIC Accelerator. Ça, c'est sur la partie réponse aux questions. Ou en tout cas, avec quelle paire de lunettes vont être passées sur le grill les réponses à vos questions et la lecture globalement du business plan. Ça a été dit précédemment, en complément de ce business plan qui est en fait simplement la mise en forme de vos réponses aux questions, vient s'ajouter le pitch deck. Le pitch deck, à notre sens, c'est fondamental puisque vous avez un business plan qui peut paraître un peu comme un digeste avec 80 pages versus un pitch deck qui fait une dizaine de slides. C'est pas la même chose et c'est quand même beaucoup plus confortable pour un évaluateur, quelle que soit la clairvoyance au niveau d'expertise de l'évaluateur, de commencer par un pitch deck. C'est quand même beaucoup plus digeste. Donc ce pitch deck a beaucoup d'importance parce qu'il doit porter deux objectifs. L'objectif, c'est de venir renforcer tous les éléments qu'on retrouve dans le business plan, donc sur l'étape 2, et c'est ce même support qui va vous permettre de défendre votre projet en étape 3. Donc, il doit être conçu comme quelque chose qui est là pour accompagner l'oralité de votre discours en étape 3 et quelque chose qui permet de rentrer dans votre projet ou d'allumer la lumière de votre projet sur l'étape 2. Donc, il n'y a pas de template imposé. Néanmoins, ce que vous voyez sur la colonne de gauche, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des choses qu'on retrouve très classiquement dans un pitch deck. L'agencement du pitch deck est au bon vouloir de chacun des déposants. Mais encore une fois, rappelez-vous que c'est ce même pitch deck que vous utilisez sur l'étape 3. Donc, il doit être capable de porter votre oralité sur 10 minutes de pitch. Quoi qu'il en soit, ça sera sur l'essentiel. C'est là où vous allez pouvoir principalement faire un peu de storytelling, beaucoup plus que sur les réponses aux questions, même s'il y a l'objectif de le faire, mais on est quand même beaucoup plus sur du storytelling possible sur le pitch deck. Si vous avez de l'iconographie, c'est largement appréciable puisque ça permet d'avoir une lecture qui est beaucoup plus facile et parfois, on le sait bien, des images, des visuels, des schémas sont nettement plus limpides que du texte. Néanmoins, attention au visuel, il faut quasiment 3 pages de slides derrière pour expliquer le visuel que vous avez utilisé. Donc là, ce n'est pas forcément le bon type de visuel à opérer, c'est des visuels simples et qui ne lèvent pas forcément plus de questions. Il doit apporter des réponses et en tout cas une vision très claire. Voilà sur la partie pitch deck. Quelques liens et contacts utiles. Alors, ça, il y a des liens sur la colonne de gauche. Si vous êtes déjà passé par l'étape 1, je pense qu'ils ne vous seront pas forcément utiles. Le lien, ça va être l'adresse mail générique de PCN EIC Accelerator qui est à votre disposition.
Et puis, ça, c'est un élément important. Si vous n'avez pas encore consulté ça, moi, je vous invite à le faire parce que c'est très intéressant. C'est de voir les projets qui ont été positivement évolués. Donc, c'est-à-dire que les projets L'Oréal EIC Accelerator, si vous cochez sur ce lien-là, donc c'est le lien qui est tout en bas à droite, à partir d'octobre 2019, c'est-à-dire que vous verrez afficher l'ensemble des lauréats de l'instrument, non pas l'instrument PME, pardon, de l'EIC Accelerator dans sa version pilote, donc depuis octobre 2019, et également des lauréats EIC Accelerator dans la version Horizon Europe. Ça vous permet, vous pouvez filtrer par date de cut-off, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais par contre, vous pouvez filtrer par thématique, par secteur. Ça vous permet de voir si potentiellement il y a certains concurrents qui ont déjà été financés. Et je pense que comme il n'y a pas une rotation très très forte côté évaluateur, même s'il y en a, c'est pas forcément le cas non plus sur la partie interview, vous pouvez très bien tomber face à quelqu'un qui a déjà évalué un projet concurrent. Donc c'est toujours intéressant de savoir comment vous positionnez votre concurrent, puisqu'il y a toute une analyse de concurrence, ça a été dit, qui devra être faite dans la partie full application et bien entendu reproduite sur la partie pitch. Il y a autre chose que je voulais vous montrer avant de rentrer sur un rappel sur une aide BPI qui est disponible. C'est ça. Hop, je vais fermer ça. C'est ça. Voilà. Alors, ce que vous voyez à l'écran, clairement, c'est quelque chose qui est vierge, hein, qui sort de la plateforme, mais qui est vierge. Donc, on le voit. Ça pourrait être envoyé d'ailleurs pour ceux qui le souhaitent. C'est l'architecture du business plan. C'est-à-dire que quand vous, et attention, cette architecture-là n'est pas tout à fait la même, et c'est pas tout à fait le même ordre de réponse aux questions. Mais toutes les réponses à lesquelles vous allez répondre, toutes les questions à lesquelles vous allez répondre sur la plateforme vont prendre place dans ce PDF. Ce PDF-là est produit non pas automatiquement, c'est à vous de le générer, mais c'est la plateforme qui le génère et ça vous permet de vous assurer de la cohérence de ce que vous allez dire et ça vous permet aussi de voir l'agencement des réponses à vos questions. Là, on le voit bien, c'est totalement en droite ligne avec ce qu'on a pu évoquer. Et ce qu'on a évoqué, c'est bien les critères, en gros la paire de lunettes qui va permettre d'établir un guide d'évaluation pour les experts qui vont se pencher en étape 2 sur votre business plan. Donc on le voit, tout ça pourra être produit, on pourra vous l'envoyer en parallèle. Et pour finir, avant de rentrer dans la partie questions-réponses, sachez que vous avez possibilité d'accéder à une aide au montage. D'ailleurs, c'est des questions plus spécifiques, peut-être que Christian pourra y répondre. Une aide au montage qui est assurée par BPI France, qui s'appelle le Diagnostic Europe, qui a pour objectif de faciliter l'accès des PME françaises à tous les programmes de RDI individuels. Le EIC Accelerator est bien un programme individuel, puisqu'on n'est pas sur un consortium. Donc, si vous n'êtes pas accompagné, si vous souhaitez être accompagné, ça permet de prendre en charge à hauteur de 50% du coût TTC et la participation plafonnée à hauteur de 20 000 € hors taxe, la facture du montage qui est assuré par un cabinet conseil. Si jamais vous n'avez pas de cabinet conseil, sachez que BPI France a référencé des consultants, pas forcément des cabinets, mais des consultants. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette aide-là, qui est, on le voit bien, il y a beaucoup de lauréats qui ont fait appel à ce dispositif. Donc, n'hésitez pas, c'est assez flexible en termes de demande. Il n'est pas trop tard, c'est-à-dire qu'on peut très bien être lauréat de l'étape 1 et faire cette demande-là spécifiquement pour la préparation à la réponse à l'étape 2, la full application. Donc. Rappelez-vous, l'EIC, accélérateur, recherche d'innovateurs qui porte quelque chose qui est hautement risqué, à très fort potentiel. On parle bien de vision, on parle bien de valeur ajoutée européenne. Donc, ces éléments-là, c'est bien à prendre en considération dans ce que vous allez produire dans le business plan. Et point qu'on aborde finalement parfois un peu trop simplement. Alors, on l'a dit, vous avez accès du coaching lorsque vous êtes lauréat à l'étape 1. Sachez qu'en complément du financement, qui n'est pas du tout anodin, hein, puisque le financement, c'est jusqu'à 2,5 millions en subvention et ça peut aller au-delà des 15 millions d'euros en equity. Néanmoins, lorsque vous êtes lauréat de l'EIC Accelerator, en plus du financement, vous avez tout un accompagnement qui considère à forte valeur ajoutée, notamment sur la partie investisseur, mais également sur des événements, pardon pour l'anglais, de matchmaking, donc de mise en relation, notamment avec certains grands donneurs d'ordre. C'est des choses que réalise la commission depuis quelques années maintenant, qui semblent bien fonctionner selon les retours que nous avons.
Donc ça vient environner le succès à l'EIC Accelerator, c'est d'intégrer une communauté. On a terminé avec la partie présentation et on a du temps encore pour la partie questions-réponses. Donc on va essayer de traiter dans l'ordre. Alors, peut-on savoir combien de projets sont présentés en step 2 et si oui, quel est le taux de réussite constaté? Alors, je peux répondre et apporter des... ou Carole, Christian, comme vous voulez. Vas-y Jérôme, je compléterai éventuellement, vas-y. Alors, bien entendu, le nombre de projets qui sont présentés en step 2 varie d'une date de relevé, donc c'est une date de cut-off à une autre. On est, si on moyenne un peu sur les 2 derniers cut-off, on est à peu près à 1200 candidatures. Sur les 1200, il y en a à peu près 15% qui sont retenus. Alors le 15% n'est pas certain, hein, ça ne veut pas dire que la commission dit je veux absolument 15%. C'est un chiffre que nous, on calcule. À peu près 15% des 1200 dossiers sont attendus ensuite à l'étape 3, donc la partie audition. Et peut-être pour compléter, Jérôme, peut-être dire que le succès français, en tout cas sur les dossiers français qui ont été déposés en full, hein, le taux de succès des projets déposés par la France est de 27%. Donc c'est au-delà de cette moyenne européenne de 15% que Jérôme vient de vous donner. Et point, pour montrer un peu la qualité des dossiers, c'est nous notre souhait aussi, c'est finalement qu'il y ait un peu plus de dossiers, hein, même s'il y a des dossiers de très bonne qualité, on se dit qu'il peut y avoir beaucoup plus de dossiers français qui candidatent à l'EIC Accelerator, dès lors bien entendu qu'ils sont dans les canons de beauté. Hein. Il ne faut pas se forcer à faire l'EIC Accelerator pour faire l'EIC Accelerator, puisqu'on voit bien c'est quand même un dispositif qui est très concurrentiel. C'est que sur 2021, les dossiers français à l'étape 1 représentaient un peu moins de 7% des dossiers présentés. Et les lauréats de l'EIC Accelerator, les dossiers français représentent 17%. Donc on voit bien, ça présente peu en étape 1, moins de 7%, et au final, ça représente 17% des dossiers financés. Donc ça montre bien que les dossiers français sont de très bonne qualité. Si on peut mettre plus de dossiers français de qualité, c'est encore mieux. Et ça veut dire que ça fait le rôle des points de contact nationaux et puis plus globalement de l'écosystème qui accompagne les startups, la deep tech et les PME très innovantes. J'avais cru comprendre que le projet présenté devait être très risqué et donc avec peu de probabilité d'intéresser les investisseurs, mais vous venez de dire qu'il fallait accès business. Comment faire alors? Alors ça, c'est des éléments que je peux démarrer et puis je vous laisse compléter. Vas-y, démarre, je compléterai, vas-y. Et puis Christian aussi. Ça, c'est un point que j'ai évoqué, je pense, après le fait que la question a été posée. C'est que oui, il y a l'idée derrière le EIC Accelerator que ça répond à une faille des marchés en termes d'investisseurs. Mais derrière, le EIC Fund ne souhaite pas être le lead investor. Donc effectivement, on pourrait dire c'est un peu antinomique. Donc l'idée du dispositif, c'est de se dire lorsque je suis lauréat l'EIC Accelerator, ça entraîne un phénomène qui est plutôt positif, c'est que l'EIC Accelerator va prendre des risques auprès d'un lead investor qui potentiellement n'aurait pas pris ces risques-là à ce moment-là. Donc c'est bien ça l'idée. Donc il faut, on peut, et puis c'est pas antinomique de dire j'ai un projet qui est très risqué et un projet orienté business. Tous les projets lauréats sont des projets qui sont très risqués par nature. Ça peut être des projets risqués par nature d'un point de vue technologique, mais également d'un point de vue business. Mais à contrario, il y a des retombées, si jamais ça fonctionne, qui sont énormes. Voilà. Donc, c'est pas antinomique de dire j'ai un projet risqué et de parler business. C'est totalement, ça va totalement de pair même. Voilà. Je compléterai en disant, alors je vais bien sûr parler au conditionnel, hein, parce que je vais un petit peu parler de l'avenir et de ce qui a été un petit peu promis. Donc dans tout ce qui est promis, il y a toujours une forme de conditionnalité qui est très importante, mais ce qui est un petit peu prévu quand même à l'avenir, pour aller un petit peu dans le sens de l'auditeur, c'est que on séparait un petit peu les entreprises en 2 grandes catégories. Je la fais en raccourci. Les entreprises qui sont où il y a effectivement un intérêt
de la part de co-investisseurs, un intérêt immédiat. Donc, comme l'a dit Jérôme, l'EIC Fund, pardonnez-moi, serait donc suiveur et donc s'alignerait évidemment sur les conditions de ce fameux lead investor. Donc ça, c'est ce qu'a expliqué Jérôme. Ce sera évidemment ce qu'on appelle le cas standard. Et puis, il pourra y avoir un deuxième paquet qu'on appellerait des entreprises non-investment ready yet, donc des entreprises où effectivement la maturité, je vais le dire avec mes mots, financière, ne serait pas encore dans une grande forme d'ouverture d'ouverture du capital, si je peux le dire comme ça. Et là, il y aura plusieurs cas. Soit vous êtes dans ce qu'on appelle un domaine d'intérêt essentiel pour l'Union européenne, donc ce que Jérôme et ce qu'on a dit, c'est-à-dire autonomie stratégique, technologie souveraine, et dans certains cas, l'EIC Fund pourrait être investisseur principal, il siégerait au conseil d'administration, mais il y aurait quand même l'obligation d'avoir un mentorat externe. Soit vous n'êtes pas dans un cas d'autonomie stratégique, et à ce moment-là, ce qui pourrait se passer à la fin de votre audition, c'est que si vous avez postulé en blended finance, vous pourriez être en grand first, comme l'a expliqué Jérôme, c'est-à-dire une forme de décalage dans le temps de l'equity ou de la quasi-equity, de manière à vous laisser un temps pour préparer votre levée de fonds, avoir ce fameux co-invest qui vous manque, et donc vous gagneriez entre 12 à 18 mois. Voilà, je parle bien au conditionnel. On est plutôt, comme l'a expliqué Jérôme, aujourd'hui dans le cas standard, mais il y a quelques petites fenêtres d'ouverture qui iraient dans ce sens, peut-être d'un petit peu plus de risque, comme évoqué par la question. Merci. Sur la propriété intellectuelle, comment faire pour les logiciels qui n'ont pas de capacité d'être brevetés? Avec l'APP, ça marche pas? Pour moi, on peut grâce à l'APP, j'allais dire, sur le volet algorithme, pour moi, ça fonctionne, mais je me tourne vers Jérôme et Christian. Oui, alors effectivement, sur la partie soft, bon, Ouais, des lignes de code, ça peut être des droits d'auteur, des chèques, bien etc. sûr, ouais. C'est pas forcément des brevets. Mais en fait, ce qui est attendu dans cette partie-là, on parle bien de propriété intellectuelle, et ça n'inclut pas que des brevets. On fait souvent le raccourci en disant l'API, c'est les brevets. En fait, ce qu'il faut arriver à faire comprendre aux évaluateurs, cette propriété intellectuelle, elle a un simple objectif, c'est s'assurer finalement que dans la configuration de rente, la rente soit la plus durable possible. Donc, on dit que ça dure le plus longtemps possible. Donc, quand on a un brevet ou des brevets, une famille de brevets qui nous protège bien, eh ben, on se dit l'avantage est plus long puisqu'il y a du brevet. Néanmoins, on le sait bien, il y a des business où la brevetabilité est quasiment nulle et les brevets n'ont pas forcément même d'intérêt. Donc, on a plutôt intérêt à être dans du secret et ce n'est pas interdit néanmoins. Donc, en fait, il faut simplement mettre à plat, expliquer quelle est votre approche en termes de pays, ni plus ni moins. Et effectivement, sur les sujets qui sont où il y a des vraies difficultés de brevetabilité, ben, c'est la même chose quels que soient les participants. Donc, voilà. Comment sont sélectionnés les évaluateurs? Très bonne question. Par mots-clés. Très bonne réponse. Très bonne réponse parce qu'elle est courte, on a compris. Et sachez que d'ailleurs, en fonction de votre profil, votre background, vous pouvez vous-même, alors bien entendu, si vous êtes un futur déposant, la question ne se pose pas, mais si vous êtes un accompagnateur ou si vous souhaitez évaluer des projets EIC accélérateur, vous pouvez très bien le faire. Vous pouvez très bien entamer la démarche pour être référencé en tant qu'évaluateur et peut-être que la commission fera appel à vous pour évaluer de l'étape 1 ou l'étape 2. Voilà. Et pour rebondir sur ce que dit Carole, parce que je ne veux pas rajouter plus, c'est effectivement de l'accointance par mots-clés. Donc, ce qui veut dire que les mots-clés ont forcément ses limites. Et c'est pour ça que les gens qui sont censés évaluer votre projet peuvent avoir un vernis scientifique et technologique, bien entendu, des fois plus qu'un vernis, mais ne seront pas forcément des experts de votre technologie. Donc, si vous avez une proposition dans sa rédaction qui est trop sur du vocabulaire très science et techno et qu'il faut être l'expert du domaine pour comprendre ce que vous êtes en train de dire, ça peut être un gros frein, clairement.
et votre discours. Et si vous parlez de science, c'est au service de la technologie est au service de la fonctionnalité, et la fonctionnalité est au service d'un usage. C'est bien ça qu'il faut arriver à faire comprendre, en fait. Pareil, si vous annoncez des performances scientifiques, ces performances scientifiques, elles sont bien pour un objectif qui est une performance produit, solution et donc business. Donc, j'ai fait une grosse digression. Sur quels critères inclut-on les dépenses en grant ou en equity? C'est sur les critères de TRL. C'est-à-dire, alors, TRL 5, 6, TRL 8, ça sera en grant. Et le financement en equity, donc si vous avez candidaté sur du blended, bien entendu, peuvent très bien venir cofinancer ce qui n'est pas financé par la partie subvention sur ces mêmes niveaux de TRL. Et dès que vous avez dépassé TRL 8, par contre, la subvention ne peut plus être utilisée pour financer les activités au-delà de TRL 8, et c'est l'equity qui doit prendre le rôle. Equity ou vos ressources propres, bien entendu, ou ressources externes. Je vais juste faire un petit complément par rapport à ce qu'a dit Jérôme. Donc effectivement, le grant, la subvention, donc est liée bien sûr à des coûts totaux éligibles. Hein. Donc on va retrouver des choses classiques, les ressources humaines, les consommables, les voyages, les équipements. Par contre, l'equity, je rappelle que c'est un actif de l'entreprise hein, qui n'est donc pas lié à une catégorie de coûts, ni même d'ailleurs à un niveau de TRL. Hein. Donc comme l'a dit Jérôme, on peut très bien financer du TRL 6 avec de l'equity. Par contre, on ne peut pas financer du TRL 9 avec de la subvention. Et donc, comme c'est lié à aucune catégorie de coûts et à aucun niveau de TRL, l'equity, vous pouvez vous en servir, j'allais presque dire, pour le meilleur de l'entreprise. Donc, où vous le souhaitez, y compris pour payer de la sous-traitance, on est bien d'accord. Nous sommes en train de déposer nos brevets, mais aucun n'a encore été homologué. Nous avons notre FTO. Cependant, pensez-vous que nous devrions attendre que nos brevets soient déposés avant que la FTO ne soit lancée? Alors, moi, j'ai vas-y, mon avis sur Jérôme, la je question. compléterai. Ouais, Oui, vas-y, peut-être d'ailleurs qu'on ne vas-y. sera pas d'accord, donc voilà, mais Ouais, c'est pas mais grave. justement, c'est bien, vas-y. Alors, le problème, c'est que quand vous déposez, vous ne savez pas s'il a accepté. Donc ça, c'est un premier suivi. Rien ne vous empêche de candidater avec le niveau de maturité du dépôt. Il n'y a rien aujourd'hui qui l'interdit. Néanmoins, on peut imaginer qu'un évaluateur évalue plusieurs projets dans une journée ou sur une semaine, si on parle de la full application, il va peut-être se retrouver face à des projets qui auront une maturité dans le domaine qui est supérieure. Et comme il faut prendre du risque, mais aussi, c'est assez paradoxal, hein, c'est clair, hein, s'assurer qu'il y ait le moins de risques possible, on peut dire que ça peut être pas forcément votre bénéfice que de ne pas avoir eu les brevets déposés. Voilà. C'est mon avis. Alors, oui, je suis absolument d'accord avec toi, Jérôme. Tu vois, on est d'accord, on n'est pas en désaccord. Je rajouterais en fait une question. C'est-à-dire que pour moi, s'il n'y a que ce point-là, où vous ne vous sentez pas, je vais le dire avec mes mots, pardonnez-moi, au top, j'allais dire, vous prenez un risque, mais au moins vous aurez les 3 rapports d'évaluation, ce qui vous permettra éventuellement d'améliorer pour le prochain coup, si toutefois vous n'étiez pas sélectionné. Si par contre, vous avez plein d'autres points qui ne vont pas en plus de celui-ci, alors là, il y a de très grandes chances pour que ça ne marche pas et donc que vous ne soyez pas du tout sélectionné. Parce que si vous voulez, dans une proposition, on est bien d'accord, vous n'avez pas 5 sur 5 partout. Hein, c'est normal, vous êtes encore en construction, si je puis dire, de votre projet de scalabilité d'entreprise. Donc forcément, il y a des sujets où vous êtes plus faible que sur d'autres. Et celui-ci fait quand même partie c'est pour ça que je suis d'accord avec la réponse de Jérôme, c'est-à-dire que ça fait quand même partie des grands critères de sélection. Donc voilà, s'il n'y a que celui-ci et que tout le reste est génial, on peut imaginer peut-être que les experts diraient oui, et puis s'ils disent pas oui, vous aurez le rapport qui vous permettra. Dans l'autre cas, on va dire non partout. Alors vous allez me dire la conclusion est la même, vous aurez les 4 rapports d'évaluation, mais là pour le coup vous aurez grillé une vraie cartouche parce que là il y a quasiment aucune chance que vous soyez sélectionné si en plus de ce problème de pays, vous avez d'autres choses où vous vous sentez faible. Merci. Pourrez-vous partager ces diapositives PowerPoint? Oui, ça sera envoyé après le webinaire, pas de problème. Combien de temps dure la partie due diligence et qui la réalise?
Je vais peut-être répondre là-dessus. Voilà. Alors, je crois que Jérôme il a fait référence au départ. Il y a actuellement un changement. Vous avez peut-être lu d'ailleurs l'article dans l'usine nouvelle. Il y a un changement de process dans la mise en œuvre des investissements en capital, dans ce que fait l'IIC, la Commission, la BEI, l'articulation entre tout ça. Ça introduit des délais aujourd'hui qui ne sont pas destinés à être pérennes. Donc nous, on est plutôt optimiste par rapport à ça. Ça va se résorber. Et sur le process qui fait quoi, la due diligence, Christian? Oui, en 2022, ça sera la BEI qui la fera, pas en tant qu'investisseur. Et donc, ce sont eux qui analysent le projet dans une optique investissement et qui sont également à ce stade-là capables de le catégoriser en est-ce que ça peut être est-ce que c'est un projet qui peut attirer un co-investisseur privé qui existe, que connaît déjà la société ou pas, qu'il faut trouver le cas échéant, ou est-ce que c'est un peu trop tôt et pour le coup il y a dans certains cas des solutions d'obligations convertibles qui peuvent permettre d'intervenir seul. Donc la question c'était qui fait, je crois que c'était ça. Donc c'était aujourd'hui un département de la BEI. Alors combien de temps ça prend? J'ai commencé par là. Normalement, ça prend pas trop longtemps, mais on est dans une phase où il y a des délais certains qui se sont accumulés et c'est ennuyeux. Mais à terme, on est confiant sur le fait que ce processus-là devrait aller suffisamment rapidement, c'est-à-dire se conclure en quelques mois après la sélection de l'entreprise, jusqu'à la réalisation de l'investissement proprement dit, en tout cas pas plus de 6 mois parce que c'est pas acceptable. Merci Christian. Connaît-on les évaluateurs de la STEP 2 en avance? Non. Tout à fait. Et vous ne les connaîtrez pas plus après. Voilà, c'est ça. Et même en retard, vous ne les connaîtrez pas. Enfin, je veux dire, après coup, vous n'aurez jamais accès à la liste des personnes qui ont évalué votre projet. Par contre, je tiens quand même à préciser que c'est une vraie avancée au sein de la Commission européenne. Vous avez ce qu'on appelle les ESR individuels, ce qui n'a jamais été le cas depuis la nuit des temps, quasiment depuis que le programme cadre de recherche et d'innovation existe. Et donc, vous aurez accès quand même aux 3 ESR individuels. Et je peux vous dire, pour nous, le réseau PCN, on en a beaucoup, évidemment, entre les mains de la part des lauréats français. C'est quand même une mine d'or. Et ça permet aussi de progresser. Mais par contre, vous ne saurez pas qui vous a examiné. Alors, c'est dans les choix qui sont faits des évaluations, il y a toujours un effort qui est fait sur le genre, donc homme-femme. Il y a aussi un effort qui est fait sur la géographie, je dis n'importe quoi, Italie-Roumanie. Voilà, il y a quand même un effort qui est fait pour que l'ensemble, si je puis dire, de l'Europe et des femmes et des hommes soit représenté dans ceux qui opèrent les expertises, sachant, comme je le disais tout à l'heure, que comme c'est sélectionné par mots-clés, bon, s'il n'y a pas de femme dans ce mot-clé-là, il n'y a pas de femme, quoi, voilà. Donc c'est un petit peu comme ça, mais vous n'aurez jamais la liste. En revanche, pour les auditions, vous aurez quelques heures avant la liste de votre EIC jury. Merci Carole pour ce complément. À noter que ESR, c'est pour Evaluation Summary Report, donc ce qui veut dire que c'est en fait un rapport d'évaluation qui est quand même assez riche, comme l'a dit Carole, et profitons-en, puisque lorsqu'on a eu au moins un no-go sur la foule, eh bien, ça permet de recandidater si on n'a pas fait une première soumission, et donc d'améliorer la copie. Et bien entendu, comme tout dispositif d'évaluation, il peut y avoir des problématiques, il peut y avoir des failles, et on peut, et ça c'est totalement normal, il faut s'y attendre, avoir des évaluateurs qui ne sont pas d'accord entre eux. Alors, vous pouvez très bien avoir 2 go, donc des évaluateurs qui disent votre projet est super, on y croit, et puis un no-go qui lui dit bah non, moi j'y crois pas votre projet. Voilà, ça fait partie de la vie des évaluations. L'idée, bien entendu, lorsqu'il y a des éléments, tous les éléments doivent être circonstanciés, donc argumentés, et donc ça permet aussi de comprendre quelles sont les perspectives d'amélioration de votre dossier. On continue sur la partie questions puisqu'on en a encore. Bonjour, le lien sur les exemples de projets ne semble pas fonctionner. Alors effectivement, quand j'ai vu votre question, j'ai testé en direct, mais vous ne voyez pas.
ça fonctionne, c'est juste qu'en fait, il faut forcer, alors si vous utilisez Chrome, il faut forcer le système de sécurité de Chrome, c'est assez étonnant, habituellement, c'est pas le cas. Voilà, il fonctionne. Si je vois qu'il y a d'autres liens ou un lien nouveau qui fonctionne mieux, je ferai la mise à jour de la présentation qui vous sera envoyée. Il faut des projets à très haut risque et pourtant il faut réduire les risques. Comment résoudre cet oxymore? Ça on l'a évoqué, c'est le côté très paradoxal, mais ce n'est pas spécifique à l'EIC Accelerator, c'est spécifique à l'investissement en règle générale où on veut du risque parce que c'est le risque qui conditionne en règle générale une certaine forme de rentabilité et à compter, on veut prendre le moins de risques possible. Donc oui, c'est un truc très paradoxal et je pense qu'en entrepreneur, vous jouez au quotidien avec ces paradoxes-là. C'est pas spécifique à l'EIC Accelerator pour le coup. Oui, et puis je rajouterais aussi qu'effectivement, il y a cette notion de risque qui est très importante et effectivement, c'est quand même une des marques de fabrique de cette EIC puisqu'on sait qu'effectivement, en Europe, il y a quand même une certaine forme d'aversion pour le risque. Mais c'est vrai qu'il y a aussi dans ce paradoxe il faut quand même qu'il y ait une certaine appétence du marché, une certaine attractivité aussi du marché. Et en fait, c'est cet équilibre, cette ligne de crête subtile entre investissement public, investissement privé ou quasiment couplage, parce que finalement, on voit bien que pour faire de la scalabilité, il faut que tout le monde se mette autour de la table pour réussir à avoir des sommes, j'allais presque dire, importantes, considérables, pour vous permettre de faire votre croissance. Donc, on est tout à fait d'accord avec vous pour dire que c'est pas évident. Nous-mêmes, on jongle parfois avec les projets qu'on nous présente. Voilà, donc il faut qu'ensemble, on arrive à trouver le bon équilibre entre c'est risqué et on rassure. Et pour reprendre une expression de Jérôme, montrer vraiment que vous avez quand même toutes les cartes en main, y compris sur ce volet investisseur. Je rappelle aussi que vous pouvez aussi trouver des investisseurs qui ne peuvent pas mettre la totalité de ce dont vous avez besoin. Donc là, on voit bien qu'ils peuvent mettre une partie mais pas l'autre. Bon, voilà, donc il faut jongler avec tout ça, mais on reconnaît que c'est pas évident. Mais comme l'a dit Jérôme, ça n'est pas spécifique à l'EIC Accelerator. Merci. Ça va être une question qui va peut-être un peu plus pour Christian. Est-ce que BPI France peut et veut être co-investisseur pour les projets qui reçoivent les investissements de l'EIC? Alors, c'est une question intéressante. Alors, d'abord, il faut savoir que dans la même logique que ce qu'ont dit Carole et Jérôme, il se trouve que beaucoup des sociétés qui candidatent et encore plus qui réussissent ont été soutenues non pas par des investissements publics, mais par des aides publiques à la R&D et à l'innovation, au sens de celles qu'on gère en fait, l'aide à l'innovation, les concours Innov, Ilab, French Tech Seed, les aides Deep Tech, tout ça permet de dérisquer, d'investir en R&D au départ et de façon à avoir plus d'arguments vis-à-vis d'investisseurs privés. Donc, à partir de là, et là j'en viens à la question investissement public en capital qu'on fait nous, en fait il y a tous les cas de figure. Il y a des cas de figure où on a été investisseur au capital de certains lauréats avant que l'EIC candidate à l'EIC, en fait, c'est arrivé quelques fois. Il y a eu des cas de figure où on a été investisseur en même temps que l'IIC aussi, en tant que co-investisseur. Donc tout ça, ça existe et ça répond à une certaine logique et on essaie de voir comment on peut fluidifier la chose au bénéfice des candidats français, en fait, faire en sorte que le chemin soit plus simple et plus lisible, en fait. Donc parce qu'en fait, notre positionnement est assez comparable à celui de l'IIC pour la partie qui co-investit avec le secteur privé, parce que nous aussi on co-investit avec le secteur privé. En fait. Donc ça se ressemble tout ça beaucoup. Merci Christian. Il y avait une question qui a été posée. Est-ce qu'il y a des préférences en termes de domaine d'application, de secteurs comme l'espace, l'automobile, etc. Ou est-ce que tous les secteurs sont concernés? Alors la réponse, sachez qu'il y a dans le IC Accelerator, vous avez possibilité de candidater sur des appels à projets dits open. Donc open, ça porte bien son nom, donc il n'y a pas de thématique imposée. C'est vraiment bottom-up, donc vous ne pouvez pas être hors sujet. Et puis vous avez aussi en parallèle challenges, ces éléments qui varient d'une année sur l'autre, mais grosso modo, on va tourner autour de tout ce qui est technologie qui permet hautement stratégique et qui permettent d'être en lien avec l'autonomie de l'Europe. Et puis des choses qui sont en lien, bien entendu, avec tout ce qui est climat. Mais ces thématiques-là peuvent varier d'un programme de travail à un autre, c'est-à-dire d'une année à une autre. Donc on pourra vous faire
mettre le lien et une mise à jour de ces mathématiques-là dans le support pour ceux qui n'ont pas encore candidaté sur l'étape 1 ou sur l'étape 2. Mais en tout cas, voilà, dès lors que vous avez de l'open, vous avez, si vous êtes bien dans le périmètre en termes de TRL et de profil d'entreprise, vous ne pouvez pas être hors sujet, entre guillemets. Voilà. Hormis si vous annoncez que vous allez polluer 2 fois plus la palette grâce à votre solution, là, c'est plus compliqué avant. Oui. Juste peut-être en 3 mots, Jérôme, donc sur les fameuses technologies d'autonomie stratégique de l'Europe. Hein, donc il y en a 4-5, hein, c'est les technologies stratégiques pour la santé. C'est notamment les nouvelles applications des technologies quantiques. C'est effectivement les technologies spatiales, puisque la question a été posée. On va retrouver aussi tout ce qui a trait aux technologies sur la sécurité, et on va retrouver aussi tout ce qui a trait aux systèmes technologiques et composantes pour l'industrie pharmaceutique de mémoire. Et puis sur ce qu'a évoqué Jérôme sur le changement climatique, c'est en fait toutes les thématiques qui vont permettre d'accélérer la décarbonisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque la question était plutôt sur le spatial. Donc oui, le spatial fait partie des grands défis pour l'année 2022. Merci. Alors, les questions sont extrêmement nombreuses. Comment les évaluateurs exploitent-ils les réponses? Eh bien, je pense qu'ils font comme ils peuvent et comme ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont en face deux documents. Un document qui est le business plan, qui est l'agrégation de toutes les réponses à vos questions, vos réponses à toutes les questions qui sont posées par la plateforme, plus le pitch deck. Donc, on peut supposer qu'ils commencent par le pitch deck et puis qu'ensuite, ils vont aller chercher les informations qui les intéressent ou des suppléments d'informations qui permettent d'éclairer leur avis en termes d'évaluateurs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont lire de A jusqu'à Z le business plan. C'est invérifiable, il n'y a rien qui l'oblige. Donc, on peut supposer qu'ils vont les picorer, ce qui vraiment les parties qui les intéressent ou des points d'attention. Certains sont peut-être plus intéressés par la partie concurrentielle, d'autres peut-être plus sur la partie, à proprement parler, propriété intellectuelle ou équipe. Voilà. Donc, ils vont aller chercher les informations qui les intéressent. Ce n'est pas une lecture linéaire de A jusqu'à Z. Alors, certains le font peut-être, mais c'est loin d'être garanti. Oui, alors peut-être quand même dire qu'ils ont une grille d'évaluation à remplir. Hein. Donc, ils ont quand même un document écrit qu'ils doivent impérativement remettre donc à l'agence exécutive. Donc, oui, ils vont picorer, mais ils ont quand même un grand nombre de questions auxquelles ils doivent répondre, cette fameuse grille d'évaluation, et pour faire évidemment le rapport ESR, donc le fameux Evaluation Summary Report. Et donc, à partir de là, les arguments, quand ils donnent des go et des no-go, doivent être évidemment, ils doivent argumenter leur go ou leur no-go. Et d'ailleurs, on voit bien que les no-go sont mieux argumentés que les go, ce qui entre nous paraît un petit peu logique, mais donc je tiens quand même à dire qu'il y a une grille et qu'ils doivent évidemment remplir ce rapport d'évaluation. Merci. Quel est le profil des évaluateurs industriels, académiques, agents gouvernementaux? C'est relativement clair sur la partie audition. Oui. On est quand même plutôt sur des profils de VC ou des gens qui touchent à l'investissement. Sur l'étape 2, puisqu'il y a beaucoup plus d'évaluateurs, le profil est un peu plus hétérogène. Il peut y avoir les mêmes profils et ça peut être des anciens dirigeants. On n'a pas comment dire, les profils exacts, puisque c'est des gens qui sont anonymes. Voilà. Mais il peut y avoir de l'académique, mais si l'académique, c'est quelqu'un qui doit avoir forcément un vernis business, parce qu'encore une fois, ce sont des projets business, quoi. Et oui, mais il y a mais il y a quand même, effectivement, sur la full proposal, hein, il y a quand même une forte dimension quand même technologique. Donc, il y a quand même des experts qui ont certes une coloration business, innovation, industrialisation, etc. Mais il y a quand même aussi, avec ces fameux mots-clés, un socle quand même, si je puis dire, peut-être pas académique, quoique, mais scientifique. Donc, c'est quand même des gens qui connaissent à minima la technologie et pour lire quand même un grand nombre de SR, on sent bien qu'ils maîtrisent la tech. Or, effectivement, quand on arrive à l'IIC Jury, je vais la faire en raccourci, il y a 80% de VC, 20% de tech. Très bien. Alors, pensez-vous qu'il faille une représentation féminine pour l'audition? Pour l'instant, 2 hommes chez nous sont pressentis. Alors, c'est mieux. Mais je suis une femme, donc je peux me permettre de répondre. C'est mieux, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même vu, je peux vous assurer que j'ai vu un projet de 3 hommes
qui défendait un projet de lutte contre le cancer du sein. Et donc, il n'y avait pas une femme représentante dans l'équipe dirigeante et ils ont été sélectionnés. Donc, c'est mieux en ce sens où sur l'entrepreneuriat féminin, il y a de plus en plus de règles de discrimination positive. Par exemple, il faut qu'il y ait au moins 40% de femmes CIO ou position équivalente qui arrivent jusqu'au stade des auditions. Si vous n'en avez pas, ce qui semble donc être votre cas, à ce moment-là, il faut dire lors de l'audition comment vous allez faire pour aller vers ce qu'on appelle désormais le Equality Gender Plan. Donc, comment vous allez faire pour un petit peu féminiser vos équipes. Voilà ce que je peux dire. Merci. Et bien entendu, il y a deux choses. Il y a le fait d'avoir une ou des femmes dans le board et le fait de déterminer parmi le board qui pitch. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux personnes qui vont pitcher, vous pouvez avoir droit à trois personnes, il y a deux personnes qui pitchent, et la troisième personne qui est là aussi pour la partie questions-réponses, c'est une femme. Elle n'a pas pitché, mais elle sera là aussi pour les 35 minutes de questions-réponses. Donc, c'est deux sujets à part entière entre comment est composé le board actuellement et la décision de qui va pitcher. Et sachant que ces trois personnes qui représentent l'entreprise qui vont pitcher, qui doivent être de l'entreprise, mais finalement, il peut y avoir qu'une seule personne qui pitch et après, les deux autres personnes sont là pour la partie questions-réponses. Donc, il vaut mieux trouver la configuration où tout le monde se sent à l'aise et à sa place, plutôt que d'essayer de forcer le destin en la matière. Alors, vous pouvez donner des exemples de mots-clés sur la sélection des évaluateurs? Il y en a plein. Il y en a plein. Franchement, il y en a plein. J'en ai déjà donné un petit peu tout à l'heure lorsqu'on parlait des défis. Voilà, technologie quantique, par exemple, c'est un mot-clé. Donc, vous voyez que les mots-clés sont aussi assez larges. Alors après, vous avez les mots-clés, après, vous avez des sous-mots-clés. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas, Jérôme, si tu veux rajouter quelque chose. Je sais pas, il y a plusieurs mots-clés, puis il y a différents niveaux. Vous avez des mots-clés qui sont les technologies qui sont maîtrisées dans le cadre du projet ou qui doivent être maîtrisées à terme dans le cadre du projet. Il y a les mots-clés qui relèvent du business en lui-même et les domaines d'application. Je dis n'importe quoi, vous pouvez être spécialisé des polymères et que le domaine d'application, ça sera l'aéronautique ou spatial, par exemple. Voilà, donc et là, en fonction des mots-clés, vous pouvez finalement vous retrouver avec quelqu'un qui est peut-être plus spécialisé dans le spatial que le polymère, mais qui sera capable de comprendre les tenants et les aboutissants en termes de traction de marché, par exemple. Peut-on savoir quels sont les projets qui sont déposés à la date du cut-off? Non. Non. C'est confidentiel. Et ça restera confidentiel. Hormis si vous voyez une déclaration d'une entreprise, j'ai candidaté, ce qui arrive très rarement. Mais non, c'est une information qui est confidentielle et qui est connue que de la part de la Commission européenne. Les autres porteurs de projets ne sont pas informés. La crédibilité de la taille de l'équipe est à partir de combien de salariés? Les consultants font-ils partie de l'équipe? Alors, les consultants ne font pas partie de l'équipe. Et d'ailleurs, c'est un point essentiel. Lors de l'audition, les consultants sont totalement interdits. Après, il y a consultants et consultants. C'est-à-dire, il y a les consultants qui vous aident au montage, et puis il y a des gens que vous prenez en freelance qui sont dans l'équipe parce que vous ne pouvez pas les salarier à date. C'est un cheminement un peu différent. Néanmoins, il est quand même beaucoup plus sécure de mettre lors de l'audition, donc l'étape 3, lors de l'audition des gens qui sont des collaborateurs de l'entreprise. Sur la taille de l'équipe, il n'y a pas de chiffres à donner, en tout cas, il n'y en a pas qui sont imposés. Ce qu'on voit traditionnellement, c'est une équipe à minima de 4-5 personnes et on voit des équipes où ils sont 20 ou 30. Quoi. Donc c'est quand même assez hétérogène. L'échelle est quand même relativement large. Absolument, et ce qui va surtout compter, c'est la courbe de croissance de cette équipe. Donc vous êtes peut-être que 5 aujourd'hui, mais dans 2 ans, vous serez 40. Voilà, c'est ça qui va convaincre le jury d'investir les 17,5 millions d'euros dans votre projet. Si vous êtes 5 aujourd'hui et vous dites dans 2 ans, on est 10, postulez pas, c'est même pas la peine. Vous n'avez aucune chance d'être sélectionné. On est vraiment dans des projets très ambitieux. On a des projets avec des projections fortes à l'international.
ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui me semble fondamental, c'est que, par exemple, vous pouvez arriver au stade de l'audition et vous n'avez pas le directeur commercial. Donc, c'est un petit peu ennuyeux, on va dire, pour un projet qui, justement, vise à mettre sur le marché patati patata. Donc là, ce qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est que d'abord, vous avez identifié vos manques, comme Jérôme l'a dit à un moment donné. Deuxièmement, vous avez le CV, je parle du stade des auditions, hein, je ne parle pas de la foule. Deuxièmement, vous avez le CV de ce directeur commercial, vous savez combien vous allez le payer, vous savez comment vous allez vous partager les bénéfices. Et là, il n'y a aucun problème si l'équipe n'est pas complète, mais que tout est bien identifié et tout est bien projeté pour l'avenir. À ce moment-là, vous pouvez sans problème être sélectionné. Et pour la foule, on n'ira pas forcément jusqu'au CV, mais pour la foule, c'est pareil. Les manques sont bien identifiés et vous avez un plan de renforcement de ces compétences extrêmement bien décrit pour vous permettre de compléter l'équipe et d'aller vers cette fameuse croissance. Merci Carole. Nous avons eu un go à l'étape 1, mais avions candidaté relativement tôt dans la ville d'entreprise. Peut-on allonger le délai de 12 mois pour candidater à la step 2? Eh bien non, je suis navré, c'est pas possible, c'est pas prévu. Si vous voulez rallonger le délai, alors je ne sais pas où vous en êtes après. Si vous avez déjà candidaté à une foule, la step 2, c'est de candidater une fois et de recandidater la fois suivante, ou alors de recandidater, de repartir à zéro avec la step 1. Voilà. Pas d'autre solution pour allonger le délai de 12 mois. Autre question. Les projets présentés doivent-ils être axés sur la R&D type Deep Tech ou bien peuvent-ils être des projets de développement moins deep mais technologiques quand même? Carole, je sens que tu veux y aller. Ouais, alors ouais, je suis toujours un petit peu embêtée avec ce type de questions, mais je vais quand même vous répondre. D'abord, la priorité, elle est clairement Deep Tech dans le cadre de l'IIC, que ce soit le Pathfinder, le Transition ou l'accélérateur, pour une raison simple, c'est qu'on pense que l'avenir, évidemment, du continent européen repose justement sur ces Deep Tech. Mais on est bien d'accord que l'idée de l'IIC Accelerator, c'est aussi tout ce qui a trait à l'innovation de rupture long terme avec des besoins en cash, en financement importants, versus des projets low-tech court terme. Donc, pour répondre à votre question, c'est mieux si vous êtes clairement sur de la deep tech. Si vous n'êtes pas sur de la deep tech, mais que vous proposez un projet, je vais le dire comme ça, original en matière d'assemblage de technologies qui vont permettre de disrupter le marché, oui, ça peut passer. Merci Carole. Je n'ai rien d'autre à rajouter, ça me paraît très clair. Alors, peut-on avoir accès à la grille d'évaluation des évaluateurs? Alors, c'est quand même ce que vous voyez dans les slides, quand vous voyez les grilles sur chacun des critères, on en est là, hein, en fait. Et c'est cette même grille qui est utilisée par les évaluateurs. Et d'ailleurs, en tout cas, dans le SR, il est structuré comme ceci, c'est-à-dire dans l'Evaluation Summary Report, c'est sous-question ou sous-question de critères, les sous-questions du critère excellence, puis ensuite les sous-questions du critère impact, et puis après, même chose côté mise en œuvre, c'est l'Evaluation Summary Report est présenté comme ceci. Est-ce que, et ça semble être la dernière question, est-ce que le fait d'être solo founder peut être un frein à la réussite, et même si c'est une femme? En fait, j'ai pas bien compris la question. Alors la question c'est, est-ce qu'une entreprise qui est pilotée avec un seul fondateur, c'est un frein ou pas? Alors là aussi sur le papier il n'y a rien qui le dit. Néanmoins, se posera toujours déjà une première question sur un projet deep tech ou très tech, d'avoir été capable d'amener une boîte jusqu'à TRL6, ou en tout cas un projet sur TRL6 en étant tout seul, pas simple, en tout cas ça court pas les rues, ça c'est clair. Et très rapidement, on se posera la question de l'ouverture à des associés, sachant qu'il faudra que les équipes soient très fortement musclées pour mener l'étape de scale-up qui fait l'objet du financement IIC Accelerator. Donc il n'y a rien qui l'interdit. En revanche, à mon avis, ça va mettre un peu une forme de warning, ou en tout cas, ça va très fortement interroger probablement les évaluateurs. Donc, ce n'est pas la configuration qu'on trouve très classiquement, ça c'est sûr. Ça ne l'interdit pas, mais ce n'est pas ce qu'on voit habituellement.
Tu veux rajouter quelque chose, Carole, ou c'est bon pour toi? Non, non, je suis d'accord avec toi. C'est pas ce qu'on voit. Notamment, il y a un des grands critères de sélection qui est l'équipe. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais précédemment, vous avez dit que si on identifiait les manques, ça pouvait passer. Moi, je pense que ça pourrait éventuellement passer, mais pour moi, il faut vraiment que vous soyez sur une technologie ultra souveraine, voilà, sur quelque chose. Pour le dire en mauvais français, il faut que vous soyez vraiment un game changer hein, pour. Donc, c'est une femme, si j'ai bien compris, pour que Madame vous soyez vraiment sélectionnée. Après, vous pouvez aussi vous la jouer en deux temps, c'est-à-dire déposer en short proposal, voir effectivement si vous obtenez les 2 go sur 4 et puis dans l'année que vous avez pour déposer votre full, peut-être essayer de compléter votre équipe, j'allais dire avec les moyens du bord, mais comme l'a dit Jérôme, c'est pas tout à fait le cas standard quand même de ce que l'on voit. Très bien. Eh bien, je crois qu'on a purgé l'ensemble des questions. Alors, vous l'avez bien compris, hein, c'est deuxième slide, vous avez, et même en dernier, trouvé le lien de l'adresse des correspondants points de contact nationaux EIC Accelerator. Carole, Christian et moi-même en faisant partie, et puis vient compléter Gorka qui est sur la coordination et Gilles à nos côtés. Donc, on est à votre disposition, bien entendu, que ce soit Step 1 ou Step 2 ou bien entendu Step 3. On fait aussi des choses très intéressantes sur Step 3 en termes de préparation. Donc, à votre disposition, on vous envoie le support dans la journée, soit en direct, soit via Gorka. Et notez que on rajoutera aussi les thématiques, les appels à projets challenges, donc les fameuses thématiques. Ça peut peut-être faire écho chez vous. Je pense qu'on a pu traiter l'ensemble des questions. Merci à vous. Et puis, Gorka, c'est le coordinateur, c'est de l'IIC Accelerator. Voilà, donc c'est un monsieur. Oui, c'est un monsieur. Mais il faut rappeler parce que des fois, le prénom porte en confusion, donc c'est pour ça que je le dis. Carole, si tu veux dire un mot de fin. Non, bah écoutez, merci à tous. Comme l'a dit Jérôme, on reste évidemment mobilisés pour vous accompagner, vous écouter, répondre à l'ensemble de vos questions. Et voilà, vous avez tout le réseau qui reste à votre disposition. Parce que voilà, l'objectif global, c'est que, d'ailleurs c'est le cas, mais on compte bien poursuivre, c'est que la Maison France reste première sur l'IIC Accelerator, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que nous sommes les leaders en Europe sur cet instrument. Donc l'idée, c'est que les innovateurs français continuent d'être les champions d'Europe de ce nouvel instrument. Voilà, donc toute l'équipe reste mobilisée à vos côtés. Merci, bon après-midi à tous. Merci. Et puis à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.